Rebonjour à tous. Merci à ceux qui restent et qui n'ont pas encore faim, mais le repas, ça sera après. Moi, je vais vous parler d'un cas assez intéressant de rampe. C'est un débat qu'on a avec Mathieu et Jean-Marie. Faut-il toutes les réparer ou pas? Vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est un patient basketteur pro qui, je l'ai opéré en 2011. Il avait 28 ans. Je lui ai fait classique, c'est-à-dire ischio avec ALL. J'ai fait une réparation de son ménisque médial par un implant All Inside et son ménisque latéral par un implant All Inside. Et je l'ai revu en fin de carrière, 12 ans après, 13 ans après même, pour une rupture de sa greffe. Et alors, ce qui était marquant, c'est que il est donc beaucoup plus âgé et il a cassé sa greffe sur un traumatisme complètement anodin. Et il était en boucle en me disant, c'est quand même impressionnant, j'ai fait une carrière de basketteur pro avec la chirurgie que vous m'avez fait, tout marchait bien. Et là, je sais plus ce que c'était, je crois, en descendant du trottoir, il a cassé sa greffe. Et il était en boucle en disant, est-ce que vous avez une explication pour cette rupture alors que pendant des années, tout allait très bien. Alors, à l'époque, j'avais fait cette technique, c'était 2011. En fait, j'ai changé ma technique à cause d'un papier où on a montré que les pros avaient plus de risques d'infection parce qu'ils étaient pros et parce qu'on faisait des lomères. Et donc, je suis passé au lomère percutané. C'est pour ça que vous pouvez voir l'insertion sur le tibia qui était proximale et distale au Gerdy. Et quand Steven a décrit la LL, j'ai horizontalisé cette plastie. Et à l'époque, c'était des réparations de ce type, c'est-à-dire all inside. Et c'est en 2013, après le symposium de la SFA où on a montré 30% d'échecs sur ces réparations all inside, que je suis allé apprendre avec Nicolas Gravelot chez Romancel et qu'on est passé aux sutures postérieures par crochet. Donc, Victor l'a montré ce matin, on pousse le scope à la fin et on arrive à découvrir ces rampes lésions. Et on a montré dans cet article qu'on loupait 40% des ménisques si on poussait pas le scope à l'arrière. Et c'est très impressionnant parce qu'on vient de finir une petite série de primary SL, c'est-à-dire qu'on a 5000 croisés qu'on a étudiés. Et on a remarqué qu'il y avait à peu près 40% de lésions associées du ménisque médial sur les primary SCL. Et vous voyez, c'est intéressant quand on regarde la distribution. En fait, ce qui est en bleu, c'est ces fameuses rampes. Donc les rampes, dans notre pourcentage, c'est entre 20 et 30%. Et vous voyez, quand on regarde le délai entre l'accident et la chirurgie, ça évolue pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est visiblement des lésions traumatiques au moment de l'accident. Par contre, les autres lésions, c'est-à-dire jaunes et grises, qui sont les lésions dégénératives, les anses de Saut, les autres lésions méniscales, vous voyez, elles apparaissent à partir de 3 mois et elles explosent à partir de 12 mois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner ça comme information aussi aux patients. C'est-à-dire que s'il reste avec un genou instable, à partir de 12 mois, le nombre de lésions méniscales va doubler. Donc la question, et on en a reparlé, c'est faut-il réparer toutes les rampes? C'est difficile parce que pour l'instant, c'est faut-il les réparer? Et 2, quelle technique? C'est un débat qu'on a. Et en fait, quand on regarde dans la littérature, c'est très difficile parce qu'il y a un nombre très faible de séries. Les séries sont peu effectives et puis surtout, c'est des séries avec des très courts follow-up. Tout ça pour revenir à mon patient. Hein. Mathieu l'a montré ce matin. Ils ont fait un très beau papier sur la série de Pierre Chambat où ils ont montré à 20 ans qu'il y avait 30% d'échecs, et 30% d'échecs, c'est des anses de Saut. C'est-à-dire qu'en fait, si on laisse une lésion de rampe non traitée, 20 ans après, on est à 30% d'échecs, ce qui est à peu près catastrophique. Et je pense, parce que ça, on peut pas l'analyser, ce qui est très difficile, mais probablement que ça a une conséquence aussi majeure sur le LCA, j'en suis à peu près persuadé. Nous, on a montré qu'il y avait pas mal d'impact aussi sur ces sutures de ménisque interne quand on les fait au crochet. Si on rajoute une ténodèse latérale, alors je suis à peu près le seul à dire ça, mais je pense que ça a probablement un effet protecteur par la ténodèse. Les chiffres qu'on a, non, j'ai plus mon IRM. Les chiffres qu'on a, c'est qu'on a 4% d'échecs de réparation des rampes lorsqu'on fait une ténodèse latérale et 13% lorsqu'on les laisse. Donc voilà ce patient. Donc je l'ai opéré en 2011, il revient en 2024. Les tunnels, ça va, il n'y a pas de problème particulier. Sur les télos, il a une laxité de 6 mm, donc il a bien cassé sa greffe. Et alors regardez son IRM comme elle est magnifique. Voilà ce qu'on trouve. Greffe rompue. T'as un commentaire, Étienne?
Sur l'IRM? Est-ce que tu penses qu'il avait cicatrisé, qu'il a recassé? Est-ce que tu penses qu'il avait jamais cicatrisé la rampe? Ça, je vais te le montrer après. Thomas, qu'est-ce que t'en penses de cet IRM? Elle est assez classique. On voit bien tout le plan de décollement qui a en arrière du segment postérieur du ménisque médial qui témoigne de la rampe lésion et qui va bien avec le télos, parce que quand on a des tiroirs antérieurs directs, c'est pas qu'une greffe une rupture du transplant, c'est aussi une atteinte de ces structures postéromédiales. Hein. Donc ça t'évoque plutôt quoi, cette image? Plutôt une rérupture avec une rampe lésion. Ouais, mais c'est la question d'Étienne, chronique ou récente? Ah, ça c'est genre difficile à dire. Probablement. Les deux peuvent exister en fait. Hein. On pourrait se dire que ton patient, tu l'avais opéré de son croisé et qu'il n'avait pas de rampe lésion et que sur un nouvel épisode d'instabilité, il a refait. J'ai réparé le ménisque médial avec un all inside pendant la chirurgie. Oh, initialement? Oui. J'ai réparé les deux ménisques et il a fait sa carrière pro et il recasse sur un geste complètement anodin. Difficile de dire, c'est soit qu'en gros ta lésion elle avait pas cicatrisé et que ça explique pourquoi peut-être aussi il a répété, hein, parce que si on sait que le ménisque interne il est stabilisateur, donc si ta rampe n'a pas cicatrisé la première fois, ça peut être aussi un des facteurs d'échec de la greffe. Hein. Étienne, comment t'expliques sa rupture de greffe sur un truc complètement anodin? Alors, comment je l'explique, moi je pense que la cale, qui est le ménisque interne, a basculé vers l'avant, ça fait bouger un peu le condyle, qui casse la greffe dans un mouvement anodin. On a ça parfois, moi j'ai été marqué par un ou deux sportifs qui faisaient du rugby et qui ont un nouvel accès d'instabilité. Ils te le disent bien, la décélération, pas un crochet ni rien du tout. Je courais, et puis sur la décélération, j'ai senti que ça faisait un claque à l'intérieur. Donc moi, je pense que c'est ça le mécanisme qui explique pourquoi là, ça recasse dans un traumatisme très bénin. La question où j'ai pas la réponse que je t'ai posée avant, c'est est-ce que ça n'a jamais cicatrisé? Est-ce que ça a cicatrisé et c'est reparti? On peut se dire quand même que c'était quoi? Il y a 9 ans, tu dis, ou plus que ça? 11 ans avant, 13 ans avant. Le mec, il a fait du basket pendant tout ce temps-là. Et perturbant, ce cas. Ouais. Alors, on n'a jamais de certitude dans ces histoires, c'est quelle est la cause ou la conséquence ou quel est l'œuf ou la poule. Mais regardez l'arthroscopie, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que pour moi, définitivement, c'est une rampe qui a jamais cicatrisé ou peut-être effectivement qui a cicatrisé, mais en tout cas, regardez. Palpation, on n'a rien, pas de translation. Donc, si on va pas derrière, on se dit bah tout va bien. Et regardez derrière, c'est assez impressionnant. Vous allez voir, pour moi, il n'y a aucun doute, c'est-à-dire que c'est une rampe chronique. Regardez cet aspect, c'est absolument magnifique. Donc pour moi, je pense très sincèrement que c'est la cause de rupture de la greffe. C'est-à-dire qu'il a son deuxième stabilisateur alors je suis pas capable de savoir s'il a cicatrisé à un moment ou jamais. J'ai tendance à penser qu'il l'a jamais cicatrisé. Parce qu'à l'époque, je faisais du all inside, j'allais pas vérifier derrière, donc je sais pas du tout si j'ai attrapé la capsule ou pas. Mais on voit très bien que c'est une lésion chronique qui maintenant on les prend en charge complètement différemment, mais c'était 2011, c'est pour ça que l'historique était intéressant. Donc bien évidemment, je pense qu'une des parts très importantes de nos réparations, c'est le fait de faire cet abord postéro-médial. Ça nous permet de débrider la lésion, probablement de favoriser la cicatrisation. En rajoutant de la rotation interne, comme a montré Victor ce matin, on ouvre complètement la lésion et on imagine bien que c'est une cause majeure d'instabilité et que c'est probablement une des causes de rupture de sa greffe. T'en penses quoi, Étienne? Je suis tout à fait d'accord sur la physiopathologie de la rupture de la greffe. C'est la cale derrière la roue du camion qui vient au milieu de la roue, qui fait monter le genou, le condyle interne vers le haut, et ça suffit à casser la greffe. Moi, je suis convaincu de ça aussi. Ce type de lésion, dans les détails techniques, là, c'est une lésion chronique. Est-ce que ça va changer quelque chose pour toi dans la façon de faire? Est-ce qu'avec le crochet, tu vas essayer de descendre plus bas? Est-ce que ça va être... Non, la particularité, alors on peut revenir sur l'image, je trouve que c'est très intéressant. Ce qu'on voit ici, et c'est, à mon avis, c'est l'explication sur les échecs de nos sutures all inside. J'y crois pas un instant. Alors, Nicolas va me dire que c'est pas vrai, mais je vois pas comment, par devant, on peut attraper la partie postérieure, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, le problème, il est capsulaire. C'est-à-dire que, quoi que tu fasses en all inside, tu pourras jamais choper comme il faut la capsule que tu arrives à remonter uniquement par le crochet.
Dans ce type de lésion, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, dans ce type de lésion, par devant, tu vois rien, c'est clairement, c'est la jonction entre une lésion méniscale et une instabilité postéromédiale. Oui, probablement, oui. Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, entièrement d'accord, mais je pense qu'il faut quand même bien différencier les lésions où c'est vraiment la capsule qui tombe avec une mise à nu du plateau tibial, là, comme tu le montres, où là, effectivement, par une suture all inside, ça paraît impossible de le faire. Avec certaines ramplésions où tu vois, c'est des lésions plus à minima, où c'est vraiment une lésion qui est sur le bord supérieur, où si on met une suture all inside et qu'on fait un contrôle scopique en même temps par derrière, on arrive parfois quand même à le faire. Donc je pense qu'il faut quand même trouver un juste milieu. Peut-être que en fonction du type de lésion, on peut utiliser différentes. Oui, il a trouvé le juste milieu, il fait tout au crochet. Ouais. J'ai pas entendu. Non, il disait que t'as trouvé la solution, c'est tout faire au crochet. Moi, dans mon expérience, sur certaines lésions qui sont vraiment superficielles, qui sont pas des rampes complètes avec un affaissement de la capsule, on arrive quand même avec une suture all inside à le faire. Mais par contre, il faut quand même, ça n'empêche pas d'aller regarder derrière et de contrôler si c'est bien, quoi. Moi, je pense que la meilleure technique que tu peux faire, c'est d'aller au labo et d'essayer avec le crochet, parce que moi je vois tous les fellows y arrivent maintenant. C'est un geste de chirurgien de l'épaule, malheureusement. Les chirurgiens du genou, on a plus de mal à utiliser la rotation quand on fait ce type de réparation, mais c'est assez facile à apprendre. Step, I will grab the capsule and then the meniscus. For the capsule, you must grab from the back the capsule and you must do a rotation, leaving your hand perpendicular to the femur. Then when you observe the extremity of your hook, you must go back, stay parallel to the tibia, and you must make a translation of your hand and then rotation. And automatically, you will grab the anterior part, which is the meniscus. Voilà, je crois que c'est ça le secret. Quand on fait ça, ça marche tout le temps. Voilà, merci de votre attention. Bien, rebonjour tout le monde. On m'a demandé de traiter, je voulais d'abord remercier la société Arthrex d'avoir organisé ce symposium, et on m'a demandé de traiter les dernières publications sur le ligament antérolatéral et de vous présenter ma technique, enfin la technique que j'utilise pour faire des greffes indépendantes. De quoi on parle en fait? On parle d'ajouter une ténodèse latérale et donc de traiter une instabilité antérolatérale. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est de le faire de manière concomitante avec une lésion du ligament croisé antérieur et donc de prendre en charge une lésion qui doit être, ce cas-là, considérée comme multiligamentaire. Quand on regarde la littérature sur le sujet, qu'on soit plutôt en faveur de l'utilisation du gracile ou plutôt en faveur de l'utilisation de la bandelette iliotibiale, on voit que dans tous les cas, les publications montrent une amélioration de la stabilité, une amélioration des résultats cliniques, une amélioration de la rotation, du contrôle stabilité rotatoire, de meilleurs résultats cliniques, moindre rupture et moins de réopération. Il n'y a quasiment pas, ou il n'existe pas d'argumentaire dans la littérature négative pour la réalisation de ces plasties antérolatérales, quelle que soit la technique que vous utilisiez. Donc c'est vraiment un argument fort. Et si on rentre un peu dans le détail, et vous avez la liste des publications ici, si vous voulez prendre le temps de les lire, elles vont toutes dans le même sens. C'est une diminution drastique du taux de rupture que vous obtenez entre une plastie isolée aux ischio-jambiers ou une plastie isolée avec une ténodèse latérale. Donc si vous voulez améliorer votre taux de rupture, forcément il faut passer par là pour arriver à réaliser des greffes des genoux, donner des genoux plus stables. Pourquoi j'utilise dans tous les cas ou dans la grande majorité des cas? Faut comprendre que le ligament croisé antérieur, il est pas tout seul. On ne traite pas des LCA, on traite des patients qui ont un problème au genou et que si on ne comprend pas ce problème d'instabilité rotatoire, on ne va pas régler le problème. Bertrand parlait de son étude. Quand vous additionnez une ténodèse latérale à une suture segment postérieur du ménisque antérieur un petit peu rampe, vous augmentez les résultats. Pourquoi? Parce que vous améliorez le contrôle rotatoire. Vos patients, ils se plaignent de quoi? Vos patients, ils se plaignent d'instabilité rotatoire. Il n'y a personne qui vient à la consultation en vous disant « je sens mon tibia qui part vers l'avant ». Enfin, si ça vous arrive, ne les opérez pas, ce sont des malades. C'est le problème, il est rotatoire. Les gens, ça se déboîte quand ils montent l'escalier, quand ils descendent, c'est là qu'ils le sentent. Ils le sentent pas, ils sentent pas le tibia partir vers l'avant. Donc si on veut améliorer les choses, il faut traiter l'ensemble des lésions et donc on est très en faveur de ces plasties antérolatérales.
Bien entendu, regardez les cas cliniques, les publications sur le sujet. Camilo a beaucoup travaillé sur les cas difficiles, dans les cas de révision, dans les cas d'hyperlaxité, dans les cas de lésions chroniques. Enfin, plus on avance, plus on a d'indications pour faire une plastie antérolatérale. Avant, on se posait la question quand est-ce qu'on le fait. Maintenant, on se pose la question quand est-ce qu'on ne le fait pas. Le Santigroup auquel j'appartiens a beaucoup publié sur le sujet. Et vous voyez, chaque fois qu'il y a un nouvel article, on augmente nos indications et je pense que maintenant, on est dans des taux de ténodèse latérale qui sont très importants. Bertrand a toujours coutume de dire les seuls patients à qui je mets pas de ténodèse latérale, c'est des traitements conservateurs. J'en suis pas encore là, mais j'en suis pas loin. Et vraiment, on a augmenté nos techniques, on a augmenté nos indications de manière importante. Et surtout, il n'y a pas d'effets secondaires, ou très peu. Il y a très peu d'effets secondaires ou de problèmes, de complications liées à la technique par elle-même. C'est ce qui avait été montré par Mathieu, ce qu'on a publié nous aussi en comparant nos résultats avec ceux de Camilo. On a 1,5% de complications locales, on va dire, qui sont liées avec le matériel, avec des hématomes. Donc clairement, c'est ça, dans la balance bénéfice-risque qu'on utilise tous les jours à la consultation, ça c'est pas un sujet. Le sujet de l'arthrose, il y avait des débats contradictoires hier à ce sujet. Clairement, ce qui a été montré, c'est le ménisque, le problème d'arthrose, surtout le problème de ménisque, le problème d'over-constraint, c'est un problème de laboratoire. Alors à moins que vous n'opériez que des cadavres, mais si vous opérez des vrais gens, de la vraie vie de tous les jours, vous n'avez pas ce problème-là, et je pense qu'il ne faut pas se poser cette question-là. L'éténodèse latérale, elle doit être utilisée pour stabiliser le genou et la stabilisation rotatoire des patients. Il y a plusieurs techniques décrites. On avait publié ça dans le VJSM avec plusieurs techniques décrites, des techniques avec simple brin, double brin ou des réparations. Le message, il est assez simple. Il n'y a pas vraiment de choix. C'est-à-dire que vous faites quelque chose en antérolatéral, quelle que soit la technique que vous utilisez, faites quelque chose. On avait comparé nos résultats avec Camilo, technique continue versus technique séparée. C'était les mêmes choses, il y avait le même taux de rupture, même taux de complications. Le seul truc important, c'est de faire quelque chose en antérolatéral. C'est la clé de la prise en charge de ces patients-là. Et c'est ce qui est vraiment montré dans la littérature avec les méta-analyses récentes. Que ça soit une ou l'autre technique, il n'y a pas de supériorité. Dans les deux cas, on améliore, on diminue le taux de rupture. Donc vraiment, le plus important, c'est de faire quelque chose en antérolatéral. Prenez le temps de regarder les vieux livres de médecine, de voir qu'est-ce que faisaient nos maîtres. Ils avaient bien compris que le problème était rotatoire et qu'il fallait traiter les gens comme ça. Et c'était vrai il y a 80 ans, c'est encore vrai maintenant. Quelle est ma technique? Mon choix? Alors là, une vidéo technique qui va être hyper rapide, hyper simple. Une fois que le croisé est fini, j'utilise le gracilis, replié en deux, que je passe en percutané sous le fascia lata. Donc ça, c'est temps réel, sans montage, un des derniers qu'on a fait, en utilisant les encres auto-impactables et sans nœud. Donc on passe le gracilis en boucle d'un côté du fil. Il y a un fil relais, un passage de fil relais où j'ai toujours été surpris de la longueur des fils qu'on utilise. Je pense que les patients type de chez Artrex sont beaucoup plus volumineux que les rudiments toulousains. C'est assez étonnant. Et là, vous voyez, vous allez voir, on a juste à tirer aussi fort qu'on peut. La greffe se plaque contre l'os. On a un appui cortical dont on a montré qu'il permettait d'avoir une intégration complète de la greffe avec le temps. Pas besoin de faire de tunnel à ce niveau-là. Le problème, il est pas intra-articulaire, il est extra-articulaire. Et on fait exactement la même chose au tibia, en passant les fils relais, ce qui va nous permettre d'appliquer la greffe au niveau fémoral et au niveau tibial. On va serrer ça en extension complète, un peu de traction sur la greffe pour que ça fasse le rôle de ceinture de sécurité, et en tirant dessus, voilà. Vous voyez, je fais ça pendant que l'aide opératoire, mon interne, ferme les autres plaies, et une fois que le garrot est relâché, à la fin de l'intervention, on tire aussi fort qu'on peut, ça tient bien, et donc l'affaire est réglée. Et là, vous avez fait la ténodèse, j'ai pas vu le temps, mais 2 minutes, quoi. Voilà, je vous remercie. Et j'espère que vous pourrez venir nous rejoindre dans un nouveau type de congrès à Toulouse en mai prochain, où vous allez voir des vrais patients sur scène. Ça change un peu la donne quand on voit nos collègues travailler et pas seulement nous raconter ce qu'ils font. Voilà. Alors on va reparler un petit peu des lésions du ligament croisé et du plan médial. C'était Étienne nous en a parlé ce matin un peu pour le symposium, mais c'est bien comme ça, on va pouvoir finalement vous reparler de ça pour qu'à la fin de la journée ça soit vraiment clair pour vous. Alors bien évidemment, c'est des lésions qui sont très fréquentes, vous voyez, c'est 20 à 40% des cas de lésions combinées LCA et LCM. Alors quelques mots d'anatomie quand même, parce que sans anatomie on peut pas comprendre la physiopathologie et on peut pas les reconstruire derrière.
Le ligament superficiel médial, vous voyez, c'est une structure qui est large, étendue et qui est collée à la capsule, et du coup qui explique pas mal la physiopathologie. En gros, c'est rare de pas avoir, quand vous avez des atteintes du plan médial, des douleurs et des raideurs, parce que finalement, ça communique directement avec la capsule articulaire par le faisceau profond. L'autre chose, c'est que vous voyez que pour pouvoir le reconstruire, il va falloir utiliser des greffes, a priori, qui sont quand même le plus large possible pour pouvoir mimer cette anatomie. Ensuite, on a ce qu'on appelle le ligament collatéral médial profond, qui est vraiment collé à la capsule articulaire, et vous voyez qu'il y a un trajet beaucoup plus court, avec 2 unités, ménisco-fémorale et ménisco-tibiale. Ensuite, sur le point d'angle, globalement, on a toujours considéré que c'était compliqué, les points d'angle, avec beaucoup de structures anatomiques. Sur le plan médial, les choses ont quand même nettement été simplifiées depuis qu'on parle du POL, pour posterior oblique ligament. Et un des points clés d'anatomie à comprendre, c'est que ce POL, il se termine pas très loin d'interligne articulaire, vraiment postérieure, sur le semi-membraneux. Et lorsque vous voulez aller faire le tunnel tibial, il va falloir aller repérer ce tendon. Ensuite, on a les tendons de la patte doigt, on en reparlera tout à l'heure, qui sont aussi des stabilisateurs secondaires du valgus et qui posent la question de quel type de greffe il faut utiliser. Alors, pour schématiser, vous voyez, quand on a un genou et qu'on l'examine en extension, on n'a aucune laxité, tandis qu'à 30 degrés, on a une petite laxité physiologique sur cette vue cadavérique. Vous voyez, lorsqu'on vient couper le ligament collatéral médial, on se rend compte que finalement, on n'a toujours pas de laxité en extension, mais qu'on a une laxité à 30 degrés qui apparaît. Pour le POL, lorsqu'on vient le couper, donc vraiment à la face postérieure, vous voyez, on a l'apparition de cette laxité en extension et la laxité à 30 degrés qui se majeure. Donc vraiment, la laxité en extension, c'est un critère qui doit vous alarmer pour rechercher ces lésions postérieures. Alors, une vidéo empruntée à l'équipe de Bordeaux pour montrer un peu le contrôle de ces instabilités antéromédiales rotatoires. Vous voyez un patient qui finalement a une atteinte du LCA, du LCM, et puis il y a un test assez facile à faire, qui est le test d'Ader en tiroir direct, où vous allez chercher le tiroir antérieur, et vous voyez, si vous mettez de la rotation externe dans le pied, vous allez majorer cette translation tibiale antérieure, et ça témoigne d'une atteinte plutôt du faisceau profond du ligament collatéral médial. Alors, je vous parlais tout à l'heure un petit peu de l'anatomie, et effectivement, lorsqu'on va passer à l'étape d'après, qui est la réparation ou la reconstruction, c'est important d'avoir ces notions. Alors, la première des notions, c'est pour le ligament collatéral médial superficiel, il s'insère bas. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez au moins à 6 cm sous l'interligne articulaire, c'est globalement sous le sartorius. La deuxième des choses, c'est, faites attention, c'est postérieur aux ischio-jambiers, c'est-à-dire que si vous utilisez des techniques de Lint un peu modifiées, il faut bien postérioriser votre ischio-jambier avant de le monter, et il ne faut pas le monter directement dans le condyle fémoral. Pour ce qui est le DIP MCL, alors on n'est pas trop encore... on connaît pas tellement encore les indications de ces reconstructions. Une technique qui peut être proposée est la technique bordelaise, où en gros c'est une sorte de ligament antérolatéral reverse, où on vient finalement, vous voyez, faire la courte portion du DIP MCL. Alors, lorsque vous allez devoir reconstruire les deux, alors il y a les façons un peu maximalistes, très anatomiques. Vous faites les deux faisceaux de manière indépendante. C'est la technique qui était proposée par la Prade, mais vous voyez, il faut quand même faire des tunnels, des abords qui sont extensifs. Et puis il y a le risque quand même, vous voyez, sur le fémur, d'avoir des convergences de tunnels. Et ça, c'est encore plus vrai si vous avez un LCP ou sur des petits patients. Donc on peut proposer des fois des techniques non anatomiques, et c'est quand même dans la majorité des cas ce qu'on fait, où vous voyez, on utilise un seul tunnel fémoral qui vient permettre de faire à la fois le LCM et à la fois le POL. Dans ce cas-là, il suffit de le mettre un tout petit peu plus postérieur à l'épicondyle fémoral médial. Alors pour les séquences, c'est très important. Bien évidemment, vous allez faire d'abord tout ce qui est intra-articulaire, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, un des conseils qu'on peut vous donner, c'est d'utiliser
des broches à chat que vous allez mettre dans les insertions de vos futurs tunnels, et puis vous allez tester. Donc vous utilisez des sutures et vous testez avec vos sutures et vous regardez si finalement votre greffe va bien être tendue pour le LCM à 20-30 degrés de flexion, ce que vous voulez, et pour le POL, que la greffe elle soit bien tendue en extension complète. Et ces greffes elles doivent se détendre complètement en flexion, et vous devez bien vérifier qu'à la fin, une fois qu'il y a ces sutures, vous avez une flexion complète. Si c'est pas le cas, c'est probablement votre tunnel fémoral qui est mal positionné. Dans ce cas-là, il faudra le refaire. Alors, se pose la question de est-ce que je peux utiliser les ischio-jambiers dans une configuration LCA plus LCM. Alors, on avait fait un papier anatomique où en gros on avait montré que effectivement il y avait une contribution de ces tendons ischio-jambiers sur la stabilité en valgus. Mais la conclusion, vous voyez, elle est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que si on considère que vous faites un geste de reconstruction et que finalement vous fixez le problème de la laxité médiale, vous pouvez tout à fait les utiliser. Alors par contre, il faudra faire attention dans certains cas, notamment lorsque vous avez LCM et POL, à peut-être prendre que le semi-tendineux et pas le gracilis par les deux pour éviter la multiplication des effets antivalgus. Alors voici un algorithme un petit peu qu'on avait pu déterminer. Donc vous voyez, vous avez un LCA plus une lésion médiale. Vous avez donc un stade 2. Le stade 2, c'est que la laxité à 30 degrés. Donc par définition, c'est une atteinte du LCM sans atteinte du POL. Dans ce cas-là, souvent, on peut mettre une attelle articulée 45 jours, attendre que ça cicatrise, revoir votre patient. Si vous le revoyez qu'il n'y a plus de laxité, vous lui faites le croisé. Si, par contre, quand vous le revoyez à 45 jours avec un LCA, un LCM, il y a toujours une laxité, dans ce cas-là, vous êtes obligé d'aller au geste chirurgical intra- et extra-articulaire. Alors un petit raccourci, parfois sur ces patients avec déjà une laxité à 30 degrés que vous voyez, s'il s'agit d'athlètes professionnels ou des incarcérations du LCM ou certaines lésions spécifiques, on peut aller directement à la chirurgie de reconstruction combinée, et là en ce cas-là la réparation est tout indiquée. Ensuite, vous avez l'autre cas de figure, c'est votre patient, il a une laxité en extension et à 30 degrés, donc un vrai stade 3. Celui-là, il faut pas le rater. Et là, il faut pas essayer de le mettre dans une attelle articulée parce que ça cicatrise pas, ça ne marche pas. Et il faut aller directement à la reconstruction du ligament croisé antérieur et un geste sur les structures latérales médiales et postéro-médiales. Dans le cas d'une configuration chronique, globalement, stade 2, vous refaites le LCA et le LCM, et un stade 3, vous refaites le LCA, le LCM et le POL. Alors, en pratique, moi, comment je fais maintenant, vous voyez, pour éviter ces abords extensifs que je vous ai montrés tout à l'heure, qui donnent quand même des résultats pas forcément bon parce qu'on a des raideurs, on a des problèmes de douleur, et donc du coup on a par exemple beaucoup d'AMI. C'est mieux de passer sur des techniques un peu percutanées. Alors ça, passez disons dans un second temps, mais quand vous serez assez à l'aise avec ça, vous verrez, ça donne quand même de meilleurs résultats. Donc quand vous avez LCA, LCM, vous pouvez très bien faire en fait qu'une seule incision un peu plus postérieure par rapport à votre LCA classique, et puis avec cette seule incision tibiale, vous pourrez refaire le LCM et le LCA, et puis une incision sur l'épicondyle médial pour le LCM. Et puis vous pouvez monter votre greffe sans difficulté. Lorsque vous avez les POL associés, vous pouvez aussi le faire en percutané. Vous voyez, on peut faire ce type d'incision. Alors, globalement, avec l'incision distale, on peut faire le LCA et le LCM. L'incision en regard de l'épicondyle, on peut faire le POL ou le LCM, un ou deux tunnels à votre convenance. Et puis, il faut quand même aller faire une incision pour le POL supplémentaire, très postérieure, vous voyez, par rapport aux autres. Alors, la petite astuce, c'est pour le POL de faire un tunnel antéro-postérieur. C'est-à-dire que vous voyez, la direction du tunnel, elle se fait d'avant vers l'arrière, et ça permettra de mettre votre greffe correctement, et puis ça vous évitera pas mal de problèmes, notamment sur les convergences de tunnels. Alors, sur le LCA, il n'y a pas tellement de soucis, mais notamment lorsque vous allez faire des LCP, vous avez un grand risque de collision de vos tunnels avec le LCP. Alors en conclusion, il faut respecter l'anatomie et bien comprendre le rôle de ces ligaments et bien différencier les laxités à 30 degrés et les laxités en extension. Et il faut connaître un peu les impératifs biomécaniques pour pouvoir les reconstruire dans de bonnes conditions.
Pour ce qui est des situations aiguës, il faut se dire que les lésions du ligament collatéral médial sans POL peuvent cicatriser et que la réparation est une bonne option. Pour les lésions chroniques, il va falloir aller à la reconstruction. Bien évidemment, sur le LCM et POL, il faut bien différencier vos laxités à 30 et à 0 degré. Pour le choix des greffes, vous pouvez utiliser les ischio-jambés, mais par contre, ça sous-entend que vous faites une réparation ou une reconstruction du plan médial ou postéro-médial. Et puis, lorsque vous avez quand même beaucoup de ligaments à refaire, les allogreffes sont une greffe de choix pour ces genoux multiligamentaires. Je vous remercie.